Bonsoir à toutes et à tous. Donc, conseil municipal de Bézieux du 12 décembre 2024. Je vais commencer par faire l'appel. Ambulance Polo est absent à donner pouvoir à Philippe Limousin. Bataille Catherine est absente à donner pouvoir à Laurence Dutilleul. Biscup Marie-Paul est absente à donner pouvoir à Francis Delruz. Chantraine Christine. Présente. Puceau Pascal. Présente. Delruz Francis. Présent. Després René. Présent. De Villers Luc. Oui, présent. De Wailly Bruno. Présent. Dufour Isabelle est absente à donner pouvoir à Bruno Devanny. Dutilleul Laurence. Présent. Fiébé Jean-Michel. Présent. Erangel Céline. Présent. Bien arrivé. Juste un petit moment déjà. Bénédicte. Au moins 3 minutes. Leclerc Bénédicte. Leclerc Marie-André. Limousin Philippe. Présent. Macré Jean-Pierre. Présent. Michelard Christian. Présent. Millet Michel. Présent. Mouton Dominique nous a informé de sa démission le 11-12. Mais j'y reviendrai après, j'ai quelques éléments à vous communiquer à ce sujet. Paquier Michel. Présent. Paquier Tété Claudine. Présent. Racel Philippe. Présent. Schumacher Coralie. Présente. Thierry Mathieu. Présent. Et Van de Velde Olivier. Présent. Nous sommes donc au complet pour les présents. Très bien, je vous remercie. Avant de désigner, ou bien je vais désigner tout de suite un ou une secrétaire, je propose Luc de Villers. Bon, c'est tout le monde qui accepte avec enthousiasme. Voilà, donc quelques mots par rapport pour s'y retrouver par rapport aux conseillers municipaux. Donc, pour rappel, donc M. Emmanuel Lyon a démissionné du conseil municipal le 27 septembre 2024. Le suivant de liste, M. Joël Thorez, a été notifié au démarrage de son mandat de conseiller municipal par courrier daté du 30 septembre 2024. Il nous a fait part de sa démission le 7 octobre 2024. Nous avons notifié donc le suivant de la liste, Madame Stéphanie Olivier, par courrier du 7 octobre, auquel elle nous a répondu être démissionnée en date du 15 octobre. Nous avons ensuite notifié M. Dominique Mouton du démarrage de son mandat de conseiller municipal le 17 octobre, et nous avons reçu le courrier de démission de sa part hier, le 11 décembre. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Donc nous avons notifié ce jour 11 décembre par courrier à la suivante de liste, Madame Claudine Levent-Maquet, le démarrage de son mandat de conseillère municipale, mais elle a reçu le courrier particulier. Donc c'était pour mettre une petite précision. Ouais, pour préciser, elle ne va pas venir non plus. Ah bon. Ce sera le suivant. D'accord. Merci. Ensuite, pour également votre information, votre complète information, donc j'ai sollicité Pierre Six, qui est le directeur adjoint du PCS, en tant que personne qualifiée sur un sujet à l'ordre du jour, qui d'ailleurs est au début de l'ordre du jour, en l'occurrence la révision du plan communal de sauvegarde. Je pense que j'aurai peut-être, s'il y a des questions, à le solliciter. Merci Pierre de ta présence. Donc je pense que nous pouvons passer au premier point à l'ordre du jour. Il peut se passer, oui. Il peut peut-être, à ce moment-là, il peut peut-être passer. Oui, il peut le joindre à nous. Ouais. Tu te sentiras moins seul. Alors, donc le premier, donc nous avons 17 points à l'ordre du jour. Le premier à l'ordre du jour, c'est bien sûr l'adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 octobre dernier, que vous avez reçu en annexe 1. Y a-t-il des remarques, des questions, des commentaires ou des observations sur ce procès-verbal? Point. Donc, nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Le deuxième point à l'ordre du jour, et c'est aussi la raison de la présence aujourd'hui de Pierre à nos côtés, liberté publique et pouvoir de police, donc révision du plan communal de sauvegarde. Donc là je vais reprendre, parce que c'est important je pense de reprendre la liste des articles. Alors vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2212.2 et L2212.4, vu le Code de la sécurité intérieure et notamment les articles L731-1 et suivants et L731 et suivants, vu la loi numéro 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, vu la loi numéro 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, vu la loi numéro 2021-1520 du 25 novembre 2021, dite loi Matras, visant à consolider le modèle de sécurité civile, à anticiper les crises et à conforter l'engagement et le volontariat, vu le décret numéro 2022-907 du 20 juin 2022 relatif au plan communal et intercommunal de sauvegarde et modifiant le code de la sécurité intérieure, vu le décret numéro 2022-1532 du 8 décembre 2022 relatif aux modalités d'organisation des exercices des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde, vu la délibération du conseil municipal du 5 décembre 2006 portant approbation du plan communal de sauvegarde PCS et de la réserve communale de sécurité civile RCSC de la commune de Vézieux, vu la libération numéro 2017-1201 du conseil municipal du 12 décembre 2017 portant approbation du nouveau plan communal de sauvegarde PCS de la commune, vu la délibération 2022-12-04 du conseil municipal du 15 décembre 2022 désignant un correspondant secours et incendie en son sein, vu l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2023 relatif au droit à l'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs et portant approbation du dossier départemental sur les risques majeurs, les DRM, révisé dans le Nord, vu l'arrêté municipal numéro P 2023-007 du 4 juillet 2023 relatif au fonctionnement de la réserve communale de sécurité civile de la commune, vu le courrier de Monsieur le Préfet du Nord en date du 8 février 2023 demandant la révision du plan communal de sauvegarde de la commune, cette dernière faisant désormais partie des territoires à risque important d'inondation, TRI. Je vous apprends rien. Vu la présentation faite à la commission finance, lors de la commission finance, emploi, commerce, économie, qui s'est réunie le 28 novembre 2024, sur laquelle je n'ai pas eu de commentaires ni de questions, ça a été approuvé. Considérant qu'il appartient au maire de prévoir, d'organiser et structurer l'action communale en cas de crise, afin de prendre d'urgence toutes mesures utiles en vue de sauvegarder la population, d'assurer la sécurité et la salubrité publique, et de limiter les conséquences des événements potentiellement graves et susceptibles de se produire sur le territoire de la commune. Considérant que la commune est déjà dotée d'un plan communal de sauvegarde qu'il est aujourd'hui nécessaire de réviser, considérant que le plan communal de sauvegarde est rendu applicable par arrêté du maire, considérant que le plan communal de sauvegarde sera accompagné du document d'information communal sur les risques majeurs, ce qu'on appelle le DICRIM, document d'information communal sur les risques majeurs, DICRIM, à destination des administrés. Donc, vous avez tous reçu donc, en annexe 2 un document très complet qui est qui est notablement documenté. Est-ce que vous avez des questions sur cette révision du plan communal de sauvegarde, étant entendu qu'il y a également un plan intercommunal de sauvegarde qui est en cours de constitution auprès de la MEL, en parallèle. Donc voilà, l'objet de cette délibération, c'est d'approuver la révision du plan communal de sauvegarde. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan communal de sauvegarde tel qu'annexé en annexe 2 que vous avez reçu, auquel je viens de faire référence,
de charger Monsieur le maire de prendre l'arrêté rendant applicable ce PCS et de dire que ce PCS fera l'objet de mises à jour régulières nécessaires à sa bonne application. Y a-t-il des commentaires, des questions? Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons donc à nouveau connu un épisode d'inondation dans la nuit du 31 au 1er août, qui a touché un certain nombre d'habitations, à nouveau, notamment la rue de Lille, la rue des Écoles, suite à une pluie d'orage qui, en 4 heures environ 4 heures de temps, a généré 65 litres d'eau au mètre carré. Donc, comme vous le savez, nous avons une plaine agricole de 2,5 km à peu près, entre 2,5 et 3, qu'on appelle la plaine de Sinois, dont l'altitude au Café de l'Arbre est de l'ordre de un peu moins de 50 mètres. Et nous sommes à 25-26 mètres. Et un dénivelé de 25 mètres avec une plaine agricole de 2,5 à 3 km, ou 2,5 à peu près. Là, ça fait quand même pas mal de mètres cubes d'eau qui sont arrivés sur les habitations, dans le réseau d'assainissement. Et donc c'est à nouveau. Donc nous avons fait une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle qui a été validée par la préfecture. Avez-vous des questions sur cette délibération ou sur le document qui a été préparé en collaboration avec Pierre ici présent? Tu souhaites prendre la parole, Pierre, vas-y, pour commenter le travail que tu as fait sur le sujet et puis également sur l'objet de cette délibération. Oui, je pense que tout simplement ce qu'on peut dire, c'est que ce plan communal de sauvegarde, je dirais, est une obligation, comme ça a été dit par arrêté préfectoral. Je dirais, on s'est mis au travail, je dirais, tout de suite après les inondations de 2005. On avait eu des inondations importantes, je dirais, en juillet et à nouveau en août, des pluies centenales, avec un nombre de maisons concernées, je dirais, conséquent. Plus d'ailleurs que dans les inondations qu'on a eues. Je crois que c'était une soixantaine, si ma mémoire est bonne, une soixantaine de sinistres. Je dirais, au niveau des dernières inondations, on a d'ailleurs eu davantage de problèmes de remontée de nappes dans les caves qui ont provoqué donc, des inondations au niveau des maisons. Alors, ce sont ces inondations, je dirais, de 2005 qui ont déclenché pour nous, je dirais, la réalisation de ce PCS et de constituer une réserve, je dirais, de volontaires pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Parce qu'on se rend compte que, je dirais, lorsqu'il y a de l'eau qui rentre dans les maisons, les gens sont perdus. Je me rappelle d'une maison rue de Lille où est-ce que la personne au rez-de-chaussée, alors que l'eau était en train de rentrer à l'intérieur, disait mais qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Je disais il suffit de monter à l'étage, tout simplement. J'ai eu l'occasion de bloquer la bretelle de l'autoroute. Après être passé ici en mairie, je dirais à 3h30, 4h le matin, donc ceci en août 2005. Je dirais la route de la mairie était, je dirais, inondée à 3 endroits différents. Je suis parti, disons par la rue Louis des Fontaines, arrivé au feu rouge. J'ai vu de la lumière au niveau de la maison qui était au coin. Les gens étaient en train de vider le salon torse nu au seau. Et je dirais ensuite, je dirais, il y avait de l'eau également qui traversait la rue de Lille et avait tourné à différents endroits. Et j'ai bloqué la bretelle d'autoroute, disons, entre 5h en gros du matin jusqu'à 13h30 sans avoir le temps de vider mes bottes. Je dirais pour bloquer complètement la circulation, il n'y a pas une voiture qui est passée. Donc, je dirais, on a continué à travailler, je dirais, là-dessus. Il y a eu également, je dirais, un phénomène qui était important en matière de sécurité civile, c'est au niveau de l'Islandia, en Belgique, tout près de Halle. Oui, qui s'est soldé 24 morts, 131 blessés, dont de très graves brûlés. À ce moment-là, j'ai fait le tour de Bézieux, et sachant qu'on a 2 stations. C'était la canalisation. Oui, c'est une canalisation, là, je dirais, à 80 bars, donc avec une pression énorme. Je dirais, voilà, qui a été percutée par une entreprise, je dirais, de travaux publics.
Et une étincelle a fait que les flammes, je dirais, se sont avancées à une vitesse beaucoup plus rapide que les gens qui étaient sur place. Donc, elles ont été brûlées, je dirais, quasiment instantanément. Et je dirais à ce moment-là, au niveau de... On a 2 stations de décompression de gaz, ici à Bézieux, hein, une dans le Marais et une en direction... Une au proximité de la rue Gounod et l'autre sur la rue de Saint-Amand. On voit d'ailleurs, hein, quand on passe rue de Saint-Amand, on voit le rue Gounod également. Et comme on parlait beaucoup de l'accident d'Islandien à ce moment-là, je suis allé faire un petit tour dans des jeux et près de la station de décompression, et il y avait une odeur de gaz. J'ai appelé le numéro vert qui était sur place. Il y a une entreprise, je dirais, qui s'est déplacée pendant, et il y a eu des travaux pendant une semaine. Bon, on était là beaucoup plus à l'écart de la population que ce qui s'était produit à l'Islandien. Mais là aussi, ça nous a motivé davantage, encore, je dirais, à agir, disons, quand c'était nécessaire. Et je dirais le fait d'avoir un certain nombre de personnes, comme la plupart d'entre vous ici, comme réservistes et volontaires, je dirais on compte bien entendu sur vous pour faire remonter les informations et ne pas attendre qu'on vous appelle quand il y a une difficulté ou un problème. On s'est mis d'accord pour dire qu'on constituerait un poste communal de commandement avec plusieurs personnes, de manière à ce que les choses soient structurées au niveau des interventions. Très bien. Il y a eu également un événement dans les années 2000 avec l'incendie d'Imperator qui a été aussi tout à fait un gros sujet. Alors, on peut être amené, et c'est arrivé, disons, au niveau de la rue des Écoles, suite à une fuite de gaz, d'avoir évacué des personnes. On a reçu ici les personnes dans la mairie, on leur a servi le café dans l'attente que la réparation puisse être effectuée. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est important, essentiel. Notre commune est touchée, bon, comme beaucoup de communes, enfin, on a des risques d'inondation, des risques de circulation, des risques majeurs avec cette canalisation de gaz là, ce réseau de gaz qui est à 80 bars, c'est énorme. Et il y a des risques également industriels, avec des entreprises qui sont au cœur de la commune. Elles ne sont pas à distance, elles sont là tout juste derrière nous. Donc, voilà. Donc en tout cas, il y a un travail qui est remarquable, qui a été fait par Pierre, et je tiens à le remercier chaleureusement pour le travail fourni en tant que directeur adjoint du PCS. Tu es en grande partie à l'origine, et en tout cas le créateur de ce document-là. Et puis tu as l'expérience de plus de 20 ans dans ce domaine. En tout cas, donc, tous mes remerciements. Je voudrais remercier, si je peux me permettre, également, je dirais, Céline, disons, qui a participé également à la mise en forme. Et Thomas, donc on a travaillé, on est. Oui. Je vais faire une confidence, elle aime bien. En fait. Et donc je vous annonce également que je réunirai en fait. J'ai vu ça avec Pierre. Nous allons réunir l'ensemble des volontaires PCS tout début d'année pour une réunion d'information, pour remettre toutes les choses à plat et de façon à bien cadrer les choses dans ce domaine parce que c'est important. Parce que c'est pas après qu'il faut se dire on aurait dû, il faut faire attention. Voilà. C'est bon pour toi Pierre? Il n'y a pas de questions? Merci. Merci Pierre et merci à vous. Donc on va donc procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 3 et numéro 4 de l'ordre du jour concerne l'intercommunalité. Donc le premier point concerne le rapport 2023 du CIDEN-SIAN que vous avez reçu en annexe 3 et 4. Cela a été présenté aux commissions économie finance le 28. Y a-t-il des questions? Je vais vous lire la délibération. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2226.1, L521139 et 2224-1 et suivants, vu l'arrêté préfectoral du 8 avril 1971 portant création du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord, qui s'appelle le SIAN,
Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2008 portant modification statutaire du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord et création du syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du Nord, SIDEN-SIAN, vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2023 portant modification du périmètre du syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du Nord, vu la délibération numéro 2020-11-11 du Conseil municipal du 19 novembre 2020 portant adhésion au SIDEN-SIAN, considérant que le rapport d'activité du SIDEN-SIAN portant sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement doit être présenté devant le conseil municipal de chaque commune adhérente. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le rapport d'activité du SIDEN-SIAN portant sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement au titre de l'année 2023. Ce sont les annexes 3 et 4 que vous avez eues. Il y a un des annexes qui est très général, qui présente le rapport d'activité, qui présente l'activité générale de SIDEN-SIAN. Le 4 est plus, il y a un focus sur la commune avec la qualité de l'eau et le nombre de connexions, enfin d'alimentation, de points d'alimentation qui sont très nombreux. C'est également le SIDEN-SIAN qui est, enfin Noréade, c'est pas le SIDEN-SIAN, mais Noréade qui effectue les travaux là, en lien avec l'alimentation d'eau. Avez-vous des questions, des remarques ou des suggestions? Oui, monsieur Yannou. C'est une remarque, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle concerne les fuites d'eau. Oui. Vous avez vu que le réseau entre 2022 et 2023 s'est fortement dégradé, puisque l'indice de rendement du réseau est passé de 85% en 2022 à 79% en 2023. Oui. Quand vous regardez ce que ça représente, je passe les indices au mètre cube en jour kilomètre sur l'année, ça représente plus de 50 000 mètres cubes d'eau à mes yeux en fuite. Donc il est hyper important de faire des travaux. Alors c'était 2023, il y a eu quelques travaux en 2024, j'espère que ça a amélioré ce résultat. Il en reste encore à faire, il faut les faire. Et d'autant plus que le financement, c'est quand même les consommateurs qui le font par l'intermédiaire de la cotisation qui a augmenté de 5% pour la part rénovation du réseau. Donc je pense qu'il faut insister sur ce point-là, parce que gâcher 50 000 m3, ce n'est pas normal. Puis une petite remarque aussi, je pensais qu'on avait presque plus de compteurs au plomb, je vois qu'on en a encore 148, ça n'a pas baissé beaucoup, mais il me semblait qu'on a un peu pas où ils sont, parce que je pensais que tout était rénové, mais il en reste quand même 148. C'est tout. Oui, ok, donc effectivement, le Noréade me confirme qu'aujourd'hui, le réseau nécessaite réellement de l'entretien et de la remise à niveau. Ça a été fait donc, ici à la rue de la Mairie, ça n'a pas été sans mal d'ailleurs, parce que ça pose aussi des problèmes. Il est prévu des travaux également rue des Fontaines, qui est également une partie de réseau qui est obsolète. Bon, c'est un phénomène général dans la mer et dans la métropole, même dans le Nord. Le réseau doit être remis à niveau. Il se remet à niveau petit à petit. Effectivement, le rendement est relativement impacté. Alors évidemment, donc, il faut faire la part des choses entre des travaux qui sont généralement perturbants pour une activité, pour la commune, où ils se font. Quand je vous rappelle les travaux de la rue de Canfin, ils ont fait couler beaucoup d'encre, critique. Et puis d'ailleurs, je n'étais pas injustifié. Et il y avait, globalement, les travaux se sont bien passés. On a réduit même le timing prévu, mais il fallait les faire. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Les travaux rue de la Mairie ont posé également des problèmes. C'est inévitable quand il y a les travaux qu'on bloque les circulation. Donc c'est un choix entre travaux, il faut le faire, on le fait, on l'a fait, jusqu'à présent on l'a fait. Voilà. Donc petit à petit, le réseau se rétablit, se remet en ordre de marche et avec les mises à jour qui sont
indispensable. Des questions? Donc on va passer au vote si vous voulez bien. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 4, toujours dans l'intercommunalité, c'est l'avis du conseil municipal sur le projet de règlement local de publicité intercommunale, RLPI, arrêté par le conseil métropolitain. Donc là, je vais donner la parole à Coralie, qui, je crois, a présenté cette délibération en commission. Tout à fait. Je vais me permettre de prendre quelques parties du texte qui est un peu long et de résumer l'essentiel. Donc, dans le cadre de la révision du règlement local de publicité intercommunale, le RLPI, et après concertation avec les communes, le Conseil de la métropole européenne de Lille a arrêté le projet de RLPI le 18 octobre 2024. Ce règlement est un document qui encadre l'affichage extérieur, la publicité, les enseignes et les préenseignes, en adaptant la réglementation nationale fixée par le Code de l'environnement à un contexte local. Cette réglementation de la publicité extérieure tend à concilier la protection du cadre de vie et des paysages avec la liberté d'expression que représente la publicité et la liberté du commerce et de l'industrie. Les objectifs poursuivis dans le cadre de l'élaboration de ce premier règlement local de publicité avaient été définis comme suit par le Conseil métropolitain: lutter contre la pollution visuelle pouvant résulter de l'affichage commercial, contribuer à réduire la facture énergétique, renforcer l'identité du territoire métropolitain. Le Conseil de la métropole européenne de Lille a ainsi décidé d'engager la révision générale de son règlement local de publicité. Et la procédure de révision du RLPI renforce les objectifs du premier RLPI en notamment étendant l'application du RLPI sur l'ensemble des communes du territoire de la MEL, tenant en compte les évolutions législatives pour être en raccord avec le règlement national, corriger et adapter le document. C'est en particulier dans ce cadre-là que l'on est concerné, puisque l'on avait demandé à ce que Bézieux passe en ZP5, donc une zone qui est moins favorable à l'affichage, et notamment dans lesquelles il n'y aura pas les gros panneaux scellés. Donc ici, sur la commune de Bézieux, le projet de RLPI prévoit la bascule de l'ensemble du territoire basilien en ZP5. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération CM 2024-06-07 du Conseil municipal du 20 juin 2024 relative à la révision du règlement local de publicité intercommunale et actant la tenue d'un débat sur les orientations générales du RLPI décidé comme suit et transmis à la métropole européenne de Lille. Sur l'orientation numéro 1, il y avait de basculer le territoire basilien en ZP5. Sur l'orientation numéro 2, de ne pas tenir de débat sur la commune qui n'était pas concernée par les questions législatives et de tenir compte des évolutions réglementaires nationales. Donc, vu la délibération numéro 24C0289 du Conseil métropolitain du 18 octobre 2024 par laquelle la MEL a arrêté le projet de révision du RLPI suite au bilan de la concertation préalable, vu la présentation faite lors de la commission patrimoine aménagement de la commune cadre de vie réunie en date du 27 novembre 2024, considérant que le projet de révision ainsi arrêté reprend l'ensemble des avis émis par le conseil municipal de la commune de Bézieux concernant le territoire basilien, considérant que le RLPI ainsi adopté par le conseil métropolitain est consultable via le lien que vous avez dans la note de synthèse, considérant que les communes de la MEL disposent de 3 mois pour rendre un avis sur le projet de RLPI ainsi arrêté, considérant qu'à l'issue de la consultation des communes et des autres personnes publiques associées, le RLPI arrêté et les avis émis dans le cadre de la consultation seront soumis à une enquête publique prévue début 2025. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le projet de RLPI arrêté par le conseil métropolitain dans les conditions prévues aux articles L153-15, L153-33 et R153-11 du Code de l'urbanisme et de permettre ainsi la poursuite de la procédure. Cet avis sera porté à la connaissance du public dans le cadre de l'enquête publique. Merci Coralie. Donc, y a-t-il des questions, des observations sur cette délibération? Pas de questions, pas de commentaires, pas d'observations. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, toujours pour Coralie, c'est une convention de partenariat donc en développement durable
une convention de partenariat avec l'éco-organisme Alcom, que vous avez reçu en annexe 5. Donc Alcom est un éco-organisme agréé par l'État par arrêté ministériel du 28 juillet 2021. Il est en charge de la responsabilité élargie des producteurs de produits de tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits de tabac, relevant du 19e de l'article 541-10-1 du Code de l'environnement et de leur obligation de responsabilité élargie. Ça concerne les mégots, en gros. La mission d'Alcom est de participer à la réduction de la présence des déchets issus des produits du tabac, schématiquement appelés mégots, jetés de manière inappropriée dans l'espace public. Et donc, dans ce cadre-là, ils ont des objectifs de réduction. 20% de réduction d'ici 2025, 35% d'ici 2026 et 40% d'ici 2027. Pour cela, les actions prévues par Alcom sont de sensibiliser, avec une fourniture d'outils de communication et de sensibilisation, d'améliorer la mise à disposition de cendriers, notamment des cendriers de poche ou de cendriers de rue, et de soutenir financièrement les communes au titre du nettoiement des rues. Dans ce cadre, Alcom propose de contractualiser avec les collectivités territoriales en charge du nettoiement des voiries publiques sur la base d'un contrat type unique. En contrepartie, donc, la commune de Bézieux s'engage à mettre en place dans le cadre de ce contrat un état des lieux dit des hotspots, donc des endroits où il y a une présence importante de mégots, une forte concentration, et les dispositifs de collecte existants. De mettre en place des actions de communication, de sensibilisation et d'aménagement en fonction des spécificités de la collectivité. Alcom fournira donc des kits de sensibilisation conformément au contrat ainsi qu'un soutien financier annuel au titre du nettoiement des voiries publiques calculé selon le barème indiqué dans le contrat et reprécisé ci-dessous. Donc nous sommes concernés par la première ligne, 1,08 € par habitant et par an. Ce barème est à multiplier tous les ans par la population. Par conséquent, le montant du soutien n'est pas fixe et peut varier chaque année en fonction de l'évolution de la population, de l'évolution de la typologie de la collectivité et de la durée du contrat au cours de l'année. Ce soutien est versé au terme de chaque année civile sur présentation d'un bilan annuel des actions de prévention, de sensibilisation menées au cours de l'année écoulée. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, loi AGEC, numéro 2020-105 du 10 février 2020, vu le Code de l'environnement, considérant la volonté de la municipalité de s'inscrire dans une démarche éco-responsable en réduisant les déchets liés à l'industrie du tabac sur le territoire de la commune, considérant qu'il appartient au maire d'assurer la salubrité publique de la commune, considérant le dispositif proposé par l'éco-organisme Alcom visant à lutter contre l'abandon des déchets issus de l'industrie du tabac et d'en réduire leur nombre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat type pour la durée de l'agrément 6 juin annexé, vous avez en annexe 5, et de prévoir les crédits correspondant au budget. Merci Coralie. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Les choses sont relativement claires. Elles sont même claires, pas relativement, elles le sont. Très bien, donc on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors le point suivant, donc la délibération suivante, numéro 6, convention de partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. Je donne la parole à Coralie. Donc, vu le Code général des collectivités, vu le Code rural et de la pêche maritime, vu la délibération numéro 2022-205 du Conseil municipal du 24 février 2022, actant la participation de la commune à la création d'un CIVU pour la fourrière animale, vu la délibération numéro 2023-0403 du Conseil municipal du 6 avril 2023 portant acceptation du périmètre et des statuts du CIVU fourrière animale, vu la présentation faite lors de la commission de patrimoine aménagement de la commune cadre de vie réunie en date du 27 novembre 2024, considérant que l'adhésion au CIVU permet la construction du futur équipement de fourrière animale, considérant que dans l'attente de sa mise en service, il convient de répondre aux besoins en matière de piégeage et de stérilisation des chats errants sur le territoire de la commune, considérant que le maire peut par arrêté faire procéder à la capture des chats errants non identifiés, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification, considérant que la Fondation 30 millions d'amis participe aux frais vétérinaires permettant l'identification et la stérilisation des chats capturés à hauteur de 50%, considérant que l'identification des chats piégés se fera au nom de la Fondation,
Considérant qu'une convention doit être conclue afin de définir les droits et les obligations de chacune des parties, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention stérilisation et identification des chats libres sauvages avec la fondation 30 millions d'amis ci-jointes annexée, vous avez vu en annexe 6, et de prévoir les crédits correspondant au budget. Merci Coralie. Des questions? C'est clair? Je ne peux que vous inciter à sensibiliser l'ensemble de la population à, bien sûr, identifier ces animaux domestiques, ce qui est obligatoire, mais il est conseillé fortement de les stériliser, en particulier les chats, qui, par définition, baladent. Et quand il y a des chats qui sont abandonnés, qui, par définition, ne sont pas forcément stérilisés, mènent à des populations de chats errants qui sont dans une très grande précarité et dans un mal-être animal qui est assez pitoyable. Et ça, c'est qu'ensemble, avec des comportements sains et raisonnables, qu'on peut lutter contre ça. C'est tout à fait juste ce que tu dis là. Bien. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, nous allons passer à la vie économique, mais là, c'est Céline qui va prendre la parole avec la modification du règlement du vide-grenier que vous avez reçu en annexe 7. Oui, alors vous le savez, il faut juste que j'y arrive. Vous le savez, le vide-grenier s'adapte au fur et à mesure des situations que nous rencontrons. Et cette fois-ci, il y a 2 petites nouveautés. Voilà. Que nous souhaitons y ajouter. Je vous épargne les vues, considérant que l'édition 2024 a démontré la nécessité de préciser les points suivants. Il y en aura sûrement d'autres l'année prochaine, et ainsi de suite. Donc le nombre de places qui est limité à 2 par foyer, en fait c'était marqué 2 par personne. On est persuadé que c'était par foyer, puis on a eu un couple qui a demandé 4 places, on s'est dit bah non, et en fait le règlement le permettait, donc là on le modifie, c'est pas grand chose. Et puis question nous avait été faite de la possibilité de vendre des armes factices. Alors comme on est cadré normalement par enfin pas normalement, le règlement stipule bien qu'on n'est que dans la revente d'objets qu'on a utilisés, etc. On est bien sur un vide-grenier, pas une braderie de vente. Donc voilà, c'était la première fois que la question se posait, parce que c'est rare qu'on ait des armes factices à revendre, mais voilà. Et là, on s'est dit que dans l'atmosphère Vigipirate, c'était pas forcément la meilleure idée, donc on a décidé de l'interdire aussi. Voilà pourquoi on vous propose cette délibération. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement du vide-grenier modifié selon les termes ci-dessus énoncés en annexe 7. Des questions? Les armes factices, les jouets d'enfants qui sont des pistolets, tout ça. Alors, si vraiment... C'était des armes factices, là. C'était des voilà, armes c'est ça. Si vraiment on voit que c'est du plastique, qu'il n'y a pas possibilité de confondre, on ne va pas faire la chasse à tous les lance-pierres. Mais effectivement, là, la question était sur des armes qui étaient très bien reproduites et ça nous paraissait nécessaire de le préciser. Et d'ailleurs, c'était quelqu'un qui était vendeur de ce type de matériel. C'était un professionnel, mais ça ressemblait à un professionnel. Il vendait du matériel, des armes factices, mais armes quand même. Bien. Pas de question? On va passer au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours... la parole à nouveau à Céline. Concerne de la culture, la convention de partenariat dans le cadre des belles sorties 2025 que vous avez reçu en annexe 8. Voilà, ça devrait aller assez vite aussi. Donc vous le savez, la Bézieux, comme toutes les communes de la MEL, bénéficie du programme des belles sorties qui nous permet d'avoir des spectacles financés par la MEL dans les villages. Et cette année, donc, c'est la compagnie du Grand Bleu qu'on va recevoir. Et il se trouve qu'on va les recevoir assez vite sur 2025, puisque ce sera le 4 janvier. J'en profite comme d'habitude pour faire un peu de pub. Ça s'appelle Joueur de flûte. C'est destiné aux enfants à partir de 8 ans. Et c'est gratuit, ça se remplit déjà bien. Donc si vous avez envie d'y venir, ne tardez pas à prendre des places.
On est déjà à 55 places réservées. Et voilà, donc il y a à chaque fois une convention à signer avec la compagnie pour savoir qui s'engage à faire quoi sur ce spectacle. Et donc on vous propose, on vous a mis en annexe la convention, il n'y a rien à en dire de particulier, considérant le souhait commun du Grand Bleu et de la municipalité de collaborer pour l'organisation et la présentation du spectacle Joueur de flûte de la compagnie OUI en date du 4 janvier 2025. La nécessité de fixer les conditions, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat si jointe en annexe 8. Des questions? Merci Céline. Donc on va passer au vote. Je me doutais qu'on serait pas Qui sur est une pour? grosse polémique. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Alors, les délibérations de 9 à 14 concernent Pascal qui va prendre la parole. La première concerne les enfants de jeunesse. Convention d'adhésion au dispositif de fait ces jeux que vous avez reçu en annexe 9. Alors là également, tout à fait classiquement, c'est un renouvellement comme les années précédentes, c'est-à-dire qu'en fait nous avons la possibilité d'adhérer au dispositif qui s'appelait antérieurement Village en Sport et qui s'appelle maintenant le Nord fait ses jeux. Donc voilà, nous vous proposons en fait de confirmer la volonté de la municipalité de poursuivre son action partenariale de lutte contre la sédentarité dans une démarche de sport-santé. Et donc il est proposé au conseil municipal de renouveler son adhésion au dispositif Le Nord fait ses jeux pour l'année 2025 et d'autoriser donc monsieur le maire à signer la demande d'adhésion au dispositif si annexé. Merci Pascal. Des questions? Parfait, donc on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Ensuite, donc une série de délibérations de 10 à 14 concernant la fonction publique. Pascal. Alors deux sujets qui sont importants et qui sont en même temps complémentaires et en même temps obligatoires. Enfin obligatoires. Je vous passe, si vous êtes d'accord, les différents décrets. N'hésitez pas aussi à poser des questions à la fin parce que ce n'est pas forcément toujours simple. Sachez effectivement que c'est une convention qui propose en fait à la municipalité d'adhérer au contrat de groupe d'assurance statutaire du centre de gestion 59. Vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord du 29 juin 2023 approuvant le lancement d'un contrat groupe d'assurance statutaire, vu la présentation qui a donc été faite lors de la commission ressources humaines qui a été réunie donc en novembre 2024, considérant que la commune a mandaté le centre de gestion 59 afin de négocier un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire, garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut des agents relevant de la CNRACL, considérant le résultat de la commission d'appel d'offres du centre de gestion 59 en date du 30 septembre 2024, considérant qu'à l'issue de la mise en concurrence, le centre de gestion 59 a donc retenu comme prestataire Relance CNP afin de couvrir les risques suivants: décès, maternité, paternité, adoption, maladie ordinaire, sans franchise ou avec franchise, longue maladie, longue durée, sans franchise ou avec franchise, le CITIS, sans franchise ou avec franchise, temps partiel thérapeutique, au taux de cotisation indéterminé. Le cas échéant, en option, la commune souhaite garantir les risques financiers découlant de l'indisponibilité des agents relevant du régime général et affiliés à l'IRCANTEC au taux à déterminer. Considérant que l'adhésion au contrat groupe est liée à la signature d'une convention de gestion permettant de définir les conditions dans lesquelles s'établissent et s'organisent les relations relatives à la gestion du contrat d'assurance statutaire souscrit par la commune, considérant que la convention définit les interventions du centre de gestion 59 qui portent notamment sur les tâches liées à la passation et à la gestion du marché public, le suivi et l'exécution du contrat, un rôle d'information et de conseil, considérant que la commune participe aux frais d'intervention du centre de gestion 59 à raison de la masse salariale déclarée chaque année auprès du prestataire d'assurance et que cette participation est donc fixée à 4%
de la prime acquittée et pourra être révisé chaque année par le conseil d'administration du centre de gestion 59. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer au contrat groupe d'assurance statutaire du CDG 59 à compter donc du 1er janvier 2025 selon les modalités suivantes: décès à hauteur de 0,24%, maladie, paternité, adoption à hauteur de 0,40%, maladie ordinaire avec franchise de 10 jours consécutifs de 2,12%, longue maladie, longue durée sans franchise 3,71%, CITIS sans franchise 0,93%, temps partiel thérapeutique inclus donc dans les taux, au taux global de la cotisation de 7,4%. En option, la commune souhaite garantir les risques financiers découlant de l'indisponibilité des agents relevant du régime général et affiliés à l'IRCANTEC au taux de 1,17% avec franchise de 30 jours consécutifs par arrêt en maladie ordinaire. Et donc d'approuver la participation à hauteur de 4%, qui sont donc relatifs aux frais de gestion, comme je l'ai dit précédemment, de la prime acquittée pour couvrir les frais d'intervention du centre de gestion, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'adhésion ci-jointe annexée en annexe 10 et tous les documents relatifs au contrat d'assurance statutaire du centre de gestion 59. Merci Pascal. Y a-t-il des remarques, des questions, des observations? Il n'y en a pas. Nous allons passer au vote. Pascal, tu souhaites ajouter quelque chose? Non. Nous allons passer au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 11, convention de participation pour le risque prévoyance dans le cadre de l'accord collectif conclu par le CDG 59 que vous avez reçu en annexe 11. Alors c'est déjà un sujet que l'on a déjà eu l'occasion d'aborder, soit en commission, soit déjà lors des conseils municipaux. Et donc là, on arrive à la situation un peu finale. Vu l'accord collectif du 15 novembre 2022 conclu dans le domaine de la protection sociale complémentaire par le centre de gestion 59, vu la convention de participation conclue par le centre de gestion 59 en date du 10 juillet 2023 avec Collecting Generali, vu l'avis favorable du comité social territoire donc du 29 novembre comité social territorial du 29 novembre 2024, vu la présentation qui a été faite lors de la commission ressources humaines en date du 13 novembre 2024, considérant que les collectivités territoriales et leurs établissements participent dans les conditions définies à l'article L 827-11 du Code général de la fonction publique au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquels souscrivent les agents qu'elles emploient. Considérant que la participation financière peut être réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence, considérant que les centres de gestion concluent des conventions de participation pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics afin de couvrir leurs agents au titre de la protection sociale complémentaire, considérant qu'en application des articles L 221-1 et suivants du Code général de la fonction publique, les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords, notamment dans le domaine de la prévoyance. Considérant que pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés ne disposant pas d'un organisme consultatif, l'organisme consultatif de référence est donc le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattachée la collectivité territoriale ou l'établissement public. Je suis sûre que tout le monde suit bien, il n'y a pas de souci. Établissement public. Considérant qu'après avoir recueilli l'avis du comité social territorial, la commune de Bézieux souhaite participer au financement des contrats souscrits par les agents dans le cadre de la convention de participation conclue par le centre de gestion 59 pour le risque prévoyance. Considérant que le montant mensuel de la participation minimum est fixé à 7 € par agent, il est proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions de l'article collectif conclu par le centre de gestion 59 le 15 novembre 2022, d'instaurer la participation au financement des contrats et règlements souscrits par les agents
de la collectivité dans le cadre de la convention de participation conclue par le Centre de gestion 59 pour le risque prévoyance, selon les conditions reprises ci-dessus et à hauteur de 7 € mensuels par agent. D'inscrire les crédits correspondants au budget et d'autoriser donc Monsieur le maire à signer tout document en découlant. Merci Pascal. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On continue avec Pascal pour la création d'un poste permanent d'adjoint administratif principal de 2e classe suite réussite à concours. Donc ce sont deux délibérations que l'on vous propose d'adopter, donc qui concernent en fait pour toutes les deux en fait des évolutions professionnelles. Considérant qu'il appartient au Conseil, donc vu la présentation faite lors de la Commission ressources humaines réunie donc en date du 13 novembre 2024, considérant qu'il appartient au Conseil municipal de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant que pour permettre l'évolution professionnelle d'un agent suite à la réussite d'un concours, il y a lieu de créer un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet pour une nomination au 1er janvier 2025. Considérant que les besoins de service justifient cette évolution professionnelle, il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet, de mettre à jour ainsi le tableau des effectifs et de prévoir les crédits correspondant au budget. Merci Pascal. Des questions? Oui. Donc, qu'un agent souhaite évoluer dans son travail est une très bonne chose car cela démontre une motivation et une envie de progresser. Comme discuté lors de la commission RH, une collectivité comme une entreprise ne peut pas changer son organisation à chaque évolution. En effet, ce sont l'organigramme et les besoins du service qui déterminent les postes à pourvoir et non l'inverse. Nous ne pouvons changer l'organisation à chaque fois qu'un agent passera un concours. Pour cette raison, nous ne voterons pas ces deux délibérations ainsi que le tableau des effectifs. D'accord. J'observe que c'est un changement de posture, parce que jusque-là, lorsqu'il y avait une évolution professionnelle qui était faite lors d'un conseil municipal, enfin lorsqu'il y avait en fait une évolution, c'était quelque chose qui était acté généralement sans trop de soucis, parce que justement l'idée c'était d'accompagner le personnel municipal dans son évolution professionnelle et lui permettre d'évoluer, de lui permettre aussi d'acquérir des compétences et de valider des acquis. Et donc je suis un peu étonnée parce que jusque-là c'était toujours voté. Donc on prend acte, hein, pas de problème en ce qui nous concerne, mais je suis juste étonnée. Voilà. On a échangé en commission. Oui, mais pas de cette façon-là. J'avais pas compris de cette façon-là. Donc effectivement, on prend acte. Ok. Donc effectivement, le personnel municipal va donc prendre acte qu'aujourd'hui, il va donc y avoir un positionnement de l'opposition contre effectivement des évolutions professionnelles des agents. Si je peux me permettre, dans de nombreuses collectivités, les gens passent des concours Oui. et attendent que des postes se libèrent pour pouvoir évoluer, voire changer de service. Tout à fait. Sauf qu'ici, nous avons la possibilité en fait d'accompagner les agents. Nous sommes contents de la qualité des prestations qui sont réalisées par les agents et donc nous souhaitons parfaitement les garder et les intégrer dans le fonctionnement des services municipaux. Ce sont des gens de qualité que nous souhaitons garder. C'est de la gestion RH. Pas d'autres observations? On peut passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Il y avait tellement de personnes. Donc il y a 5 abstentions. Qui est contre? Très bien. Donc la suivante, donc, c'est la délibération numéro 13.
Création d'un poste permanent d'adjoint administratif principal de 2e classe, suite à concours. Considérant que pour permettre... Oui, en fait, écoute, non, j'ai envie de le dire, parce qu'effectivement, je pense que c'est important pour le personnel de savoir qu'en fait, il y a effectivement 2 délibérations qui sont réalisées, puisque c'est pour 2 personnes. Effectivement, je vais donc lire la 2e délibération pour effectivement qu'on puisse la voter de façon générale. Considérant que pour permettre l'évolution professionnelle d'un agent suite à la réussite d'un concours, il y a lieu de créer un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet pour une nomination au 1er janvier 2025. Considérant que les besoins du service justifient cette évolution professionnelle, et je me permets d'insister, il est proposé au conseil municipal de créer un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet, de mettre à jour le tableau des effectifs et de prévoir les crédits correspondant au budget. Merci Pascal. Des questions, des commentaires sont les mêmes que tout à l'heure. On peut passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? On a 5 abstentions. Et qui est contre? Je vous remercie. Ensuite, la dernière délibération fonction publique, donc la mise à jour du tableau des effectifs que vous avez reçu en annexe 12. Donc, il s'agit en fait d'une délibération administrative qui peut sembler très administrative, mais qui est cependant importante, puisqu'en fait il est important pour nous et de façon générale pour l'ensemble des collectivités territoriales de mettre à jour son tableau des effectifs. Donc en sachant que nous l'avons donc présenté au comité social territorial en date du 11 octobre 2024 et qu'il a donc reçu un avis favorable. Vu la présentation qui a également été réalisée lors de la commission ressources humaines réunie en date du 13 novembre 2024, considérant qu'il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, il est proposé au conseil municipal d'approuver le tableau des effectifs mis à jour 6 juin annexé. Merci Pascal. Des questions, des remarques? On va passer au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Qui est contre? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne les finances locales, mais je vais donner la parole à Pascal concernant la numéro 15, la prise de possession d'un local pour le relais Petite Enfance RPE, signature de la convention que vous avez reçue en annexe 13, que j'ai présentée en commission finances, mais qui est portée par Pascal. Vu la présentation qui a été faite, donc réalisée lors de la commission finances, emploi, commerce, économie réunie en date du 28 novembre 2024, considérant que la société Tissera Habitat gère une résidence située rue de Verdun qui héberge des personnes âgées, considérant que la résidence Michelet inclut une salle commune inutilisée à ce jour, considérant qu'il a été convenu avec la société Tissera Habitat que la commune pourrait utiliser cet espace pour accueillir son relais petite enfance, donc RPE, et ainsi créer du lien social et dynamiser le quartier, il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention avec la société Tissera Habitat pour la mise à disposition des locaux en vue de l'installation du relais petite enfance. Merci Pascal. Donc, y a-t-il des questions sur cette délibération? C'est une bonne nouvelle, on va pouvoir disposer d'un local qui sera plus à même de recevoir les petits enfants, pour les petites enfances. Les petits enfants, sans oublier les personnes âgées. Et les personnes âgées. Des questions? On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, je prends la parole pour les 2 délibérations suivantes. Subvention, la numéro 16, subvention d'investissement au bénéfice d'une opération de création de logements locatifs sociaux. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2254-1, vu l'article 55 de la loi Solidarité Renouvellement Urbain SRU du 13 décembre 2000, vu la délibération numéro 2022-06-16 du Conseil municipal du 23 juin 2022 relative à la subvention d'investissement au bénéfice d'une opération de création de logements locatifs sociaux
au 125 rue de Tournai par le bailleur social Logis Métropole. Vu la présentation faite lors de la commission Finances, Emploi, Commerce, Économie qui s'est réunie le 28 novembre 2024, considérant que le calendrier de versement de la subvention de 52 000 € au bailleur social Logis Métropole était initialement prévu comme suit: un versement de 26 000 € en 2022, puis un versement de 26 000 € en 2023. Considérant que la mise en œuvre du projet a été retardée à la suite d'appels d'offres infructueux, considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le calendrier initial de versement de la subvention comme suit: un versement de 26 000 € en 2023 et un versement de 26 000 € en 2024. Considérant que ces versements sont déductibles des pénalités appliquées à la commune au regard du retard dans la construction de logements sociaux sur le territoire, il est proposé au conseil municipal de modifier le calendrier de versement tel que mentionné précédemment, d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et de prévoir les crédits correspondants au budget. Y a-t-il des questions? Des remarques sur cette intervention? Oui. Je vais demander effectivement si vous pouvez nous éclairer un peu sur l'état d'avancement de ce projet. Les avancements de ce projet, le projet, donc nous avons eu un retour du bailleur social. Le projet a été difficile à mettre en œuvre. Ce n'est pas le seul projet qui est difficile à mettre en œuvre. On a un projet qui date, dont le permis est purgé depuis le mois de novembre 2019, qui est également en souffrance. Celui-ci, le permis a été purgé en 2022, si ma mémoire est bonne. À la suite d'appels d'offres infructueux, il a connu des difficultés de démarrage. Nous avons eu un retour du bailleur social que nous avons reçu tout récemment, là, comme quoi il pouvait démarrer les travaux, ce début d'année. Donc le projet devrait voir le jour en 2025-26. C'est un petit projet de 7 logements. Ce qui d'ailleurs est lié peut-être aussi aux difficultés de mise en œuvre. Mais c'est notre politique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Il y avait une action en justice là, dans la ville. Une action en justice. On a demandé une autorisation de... On a eu quelques difficultés au démarrage avec le propriétaire du terrain, mais les choses sont tout à fait résolues. Non, ça a joué dans le retard, mais pas énormément. Je dirais que ça a peut-être joué sur une période de 3 à 4 mois. Le problème, c'est bien l'appel d'offres infructueux. Ai-je répondu à vos questions? Y a-t-il d'autres questions, des remarques? On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et la dernière délibération, l'autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif. C'est, comme vous le savez, une habitude, enfin une obligation également. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 1612-1, vu la présentation faite lors de la commission Finances, Emploi, Commerce, Économie, qui s'est réunie le 28 novembre, considérant que les règles de la comptabilité publique permettent, avant le vote du budget d'une année N et sur autorisation du conseil municipal, c'est pour ça qu'on vote, d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget d'exercice N-1, et que les dépenses correspondantes devront être reprises dans le budget primitif de l'année N, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire sur la période du 1er janvier 2025 à l'adoption du budget primitif 2025 à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement à hauteur de 25% des crédits inscrits au budget 2024, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Comme suit, donc vous avez eu les chiffres, ils sont dans la note de synthèse, c'est le quart des montants qui étaient budgétés sur 2024. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération qui est quelque chose d'assez classique? Point. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est pour? Qui
s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Eh bien, nous avons terminé notre ordre du jour. Vous avez eu communication des décisions du maire. Y a-t-il des questions sur ces décisions du maire? Intervention, question? Voilà. Parfait. Donc, je propose de donner une date pour le prochain conseil. C'est le dernier de l'année. Donc, il y a... Alors, je propose vendredi prochain. Un exceptionnel. Le 6 mars, le prochain conseil municipal se déroulera le 6 mars 2025 en la salle des mariages. Voilà, merci à toutes et à tous.